Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Plus qu'un face-à-face, nous avons 4 personnes autour de cette table, dont André Berkoff et ses 3 invités. On accueille Olivier Germain-Thomas, il est auteur de La Brocante de mai 68 et Ouverture. Pierre-Guillaume Deroux, éditeur. On accueille également Gérard Filoche, auteur du Social au cœur, mai 68 vivant, édition de l'Archipel. Et enfin, on accueille Bernard Lugan, auteur de mai 68 vu d'en face, l'autre camp sous-entendu, édition Ballant. Eh bien oui, écoutez messieurs, d'abord merci d'être là. On va pas faire dans la commémoration parce que vous êtes vivants et bien vivants. Et chacun d'entre vous a écrit justement un livre passionnant. Alors Gérard Filoche, effectivement, le social au cœur. Alors vous, ça dépasse de loin mes sentis puisque c'est votre biographie, premier tome, enfin puisqu'il y aura, ça va jusqu'en 94 et ça ira beaucoup plus loin, bien sûr. Olivier Germain-Thomas, La Brocante de mai 68, le point de vue gaulliste. C'est très intéressant aussi parce que vous racontez l'autre côté des barricades, si je peux me permettre. Et enfin, Bernard Lugan, que nous avons au téléphone, et qui, lui, était Action française à l'époque de mai 68, et lui, c'était encore d'un autre côté, qui est effectivement des barricades. Et je suis content, justement, on va parler de mai 68, non pas justement pour faire de la commémoration, c'est parce que je déteste les commémorations et je crois que ça n'a pas de sens là, mais je voudrais vous demander, et vous en parlez bien dans votre bouquin, mais si vous aviez, par exemple, alors je voudrais commencer par Gérard Filoche, vous êtes fils d'ouvrier, vous avez été inspecteur du travail, vous avez été syndicaliste, vous avez toujours milité à gauche, que ce soit au Parti Socialiste ou ailleurs. Si vous aviez à dire aujourd'hui, 50 ans après, ce qu'a été mai 68, est-ce que c'est une affaire qui roule, toujours ? Bien sûr, c'est une histoire sans fin. C'est la plus grande grève générale de l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité. Oui, pas parce que je suis chauvin, mais parce qu'il y a eu 90% du salariat qui a été dans le mouvement. Et vous n'avez pas ça ailleurs. Donc en vérité, c'est un soulèvement de la jeunesse et un soulèvement du salariat tout à fait considérable. Exceptionnel. Oui, il a commencé avant 68, il a commencé avec la grève des mineurs. Pour moi, on est en 1963. Il y a eu 2 grandes mobilisations contre les ordonnances déjà de Pompidou et de Gaulle en 1966 et 67, avec 2 journées d'action, les 17 mai 66, 17 mai 67, unitaires. Mais il n'y avait pas ce mouvement de masse. Mais attendez, il était prévu un 17 mai 68. Tout le monde l'a oublié, parce que les événements et le choc avec les étudiants a permis le soulèvement, l'avancée de la date de mobilisation, c'est devenu le 13 mai. Et puis surtout, le 14, 15, 16 mai, Sud Aviation et Cléon Renault, j'étais très proche, ont enclenché une vague d'occupation des entreprises sans précédent depuis 1936. Vous savez, moi j'avais 20 ans un peu avant, et on me disait, oh, il n'y aura plus jamais de 36, ça n'arrivera plus. Les ouvriers sont bourgeoisés, il y a le PMU, le tiercé, la voiture, ça ne se fera plus jamais. Alors je sais pas pourquoi, à 20 ans, j'avais une foi de charbonnier, je disais oui, ça arrivera, et c'est arrivé. C'est-à-dire, je me sens donc un peu, auteur, acteur, produit de ce mouvement social. Et je suis irrité quand on me le présente maintenant comme un mouvement mondain sur les marches à Cannes. Oui, avec les bobos qui mettent le poing en l'air. C'est pas des bobos, c'est des repentis, c'est des retournés. On va reparler. Olivier Germain-Thomas, vous l'avez vécu autrement, mais vous l'avez aussi bien vécu puisque vous étiez dans les milieux gaullistes et vous avez participé à la fameuse organisation de la marche du 30 mai, mais bien avant, vous en parlez. Alors, vous dites La Brocante de mai 68. Déjà, ça, et ouverture, c'est important. C'est important, les ouvertures. Oui, capital même, parce qu'effectivement, le livre, toute une partie du livre, notamment un tiers du livre, c'est une perspective par rapport aux grandes questions de la mondialisation, du rapport aux racines, de la question des identités qui se posent aujourd'hui. Tout à fait, mais je voudrais qu'on revienne à mai 68. On revient, on y est. On y est d'ailleurs. Bon. Alors, premièrement, le monde, depuis 50 ans, a tellement changé. L'Empire soviétique s'est effondré, sans drame, mais montrant la catastrophe de ce projet. La Chine est en train de prendre la tête du monde. Les pays qui avaient été colonisés par l'Europe sont en train de devenir les pays parmi les plus puissants, que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, que ce soit le Brésil, etc. Le monde a tellement changé qu'on ne peut pas faire de parallélisme entre mai 68 et aujourd'hui. Sauf que ce que j'ai ressenti du côté étudiant, c'est qu'il y avait un désir d'un autre monde. Il y avait un désir sur un plan spirituel, incarné par quelqu'un tout à fait admirable comme Maurice Clavel ou d'autres. Il y avait un besoin spirituel qui reste inassouvi aujourd'hui. Et il y avait un besoin... De plus en plus, d'ailleurs. Et il y avait un besoin de lutter contre une certaine oligarchie financière qui, aujourd'hui, 5 ans après,
50 ans après, et c'est un gaulliste qui vous le dit, est la pire des choses qui arrivent en ce moment à l'humanité. C'est-à-dire que les États ont perdu leur pouvoir et que ce sont des entreprises, souvent à travers d'ailleurs Internet, ce sont des entreprises maintenant qui dominent le cerveau de l'homme, qui dominent l'économie. Et cela, la lutte maintenant, quelque chose qui était en germe en mai 68, cette lutte doit se faire, elle doit se faire sur le plan mondial, en s'appuyant, et là vous allez voir le gaullisme ressortir, en s'appuyant sur les identités nationales. Oui. Ça vous va comme réponse, Alors, monsieur? Oui, ça me va, mais pas tout à fait, parce que vous ne m'avez pas dit où vous êtes. J'aime bien la bagarre. Vous n'avez pas dit où vous étiez vous-même. Est-ce que vous étiez gaulliste complètement en mai 68? C'était vraiment De Gaulle, l'esprit du gaullisme qui vous faisait mouvoir, qui vous faisait courir. C'était quoi? Vous étiez de quel côté en mai 68? Alors, en deux mots, je suis oui. issu, c'est une chance, d'une famille liée à la résistance. Mm-hmm. Donc, pour nous, De Gaulle était un modèle, hein, avec une grand-mère qui a été héroïne de la résistance, etc., etc. Ensuite, étudiant en philosophie, j'étudiais la philosophie orientale du bouddhisme. J'étais donc loin de la cité, des préoccupations de la cité. Et d'ailleurs, depuis, je suis devenu un écrivain chantant. Chantant. Oui, chantant, c'est beaucoup dit. Vous êtes à l'Eurovision, non? Vous n'avez pas été... Non, faisant l'éloge en quelque sorte des cultures asiatiques que j'essaie de comprendre. Bon, donc j'étais loin de tout ça. Néanmoins, après 65, la politique internationale de De Gaulle, enfin dès 64, quand il va dans toute l'Amérique latine, l'OTAN et tout ça, pour essayer de défendre le Québec libre, au Mexico, le Québec etc. Libre, l'affaire aussi de Phnom Penh, quand même, quand il dit aux Américains de s'en aller. Quand il va en Russie en 66, vous savez ce qu'il dit? En 66, en Russie, il dit que le voyage qu'il vient d'accomplir, c'est celui de la France de toujours. Bon, merci pour la modestie. Et la Russie de toujours. Oui, qui rendait visite à la Russie de toujours, en 66, 20 ans avant l'effondrement. Mais alors, justement, juste un mot, parce qu'après, je voudrais redonner la parole à Gérard Filoche et à Bernard Leblanc. Mais rassurez-vous, il sait la prendre. Non, il n'y a pas de problème. Non, mais je voudrais savoir, vous, quand vous voyez éclater, mais vous étiez étudiant, vous aviez quel âge? L'âge 25 ans. Vous avez 25 ans, d'accord. Ouais. Même donc génération. je termine mon doctorat, et au début, je trouve ça formidable. Il est interdit d'interdire, la liberté sexuelle qui était donnée, bon, j'en avais pas besoin, mais je veux dire, il y a eu un moment ludique que j'ai trouvé magnifique. Et puis sont arrivés, terribles, les maoïstes, les trotskistes, armés, formés. Et alors là, j'ai compris que l'affaire tournait, et donc je me suis engagé. De côté de Alors, les terribles maoïstes, trotskistes et autres. À mes yeux, c'est une histoire ridicule. Moi, j'étais fils d'ouvrier, vous l'avez dit, mais en même temps, il fallait que je bosse pour faire mes études. Donc, j'étais pion, facteur, manutentionnaire, chauffeur-livreur, conducteur de train, prof de philo, journaliste, enfin, tout ce qu'il fallait pendant toutes ces années-là pour vivre. Quelle était ma préoccupation, comme celle de tous ceux qui étaient avec moi? C'est qu'il y avait que 7% de fils d'ouvriers à l'université, il y avait que 500 000 étudiants. Le plan Fouché faisait une sélection, donc on a commencé à se mobiliser contre le plan Fouché. Et c'est essentiellement par là qu'en fait est venu le mouvement étudiant. La deuxième chose du point de vue des salariés. Dès le début, vous. Oui, moi j'ai commencé ma première carte syndicale. J'étais coursier au Crédit Commercial de France avec ma mobilette pour aller porter des plis en 1963. Et je me suis syndiqué à la CGT parce que ça se faisait chez moi, bien sûr. Et donc ensuite, après, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que les salaires étaient bloqués et la France s'était reconstruite et le haut de la France était très riche déjà. Donc il y avait un conflit. Pourquoi est-ce que les richesses n'étaient pas distribuées? C'est le même qu'aujourd'hui. Et vous avez raison, l'oligarchie financière d'aujourd'hui est encore plus terrible que ce qu'elle était à l'époque. Mais la France aujourd'hui est plus riche que ce qu'elle était à l'époque. Et c'est donc, à mon yeux, plus explosif encore aujourd'hui que ce que c'était à l'époque. Mais à l'époque, ça a explosé. Parce que la vague de grève, personne ne l'a commandée. Vous savez, j'ai fait une étude dans mon livre sur les notes, le carnet de bord du dirigeant de la CGT de Seine-Maritime, puisque j'étais à Rouen. Et il y a 90 000 syndiqués à la CGT à cette époque-là en Seine-Maritime. Puis vous avez toutes les entreprises entre Rouen-le-Bas. Vous avez entre Notre-Dame de Gravilliers, de Gravenchon, Gonfreville-Lorcher. Vous avez toutes les CFEM, du Bijon, les chantiers navals, tout ça, etc. La chimie. Bon, et ça se fait en quelques jours. Et ça a débordé les syndicats. Oui, mais c'est la base. Oui, mais absolument. Les notes du secrétaire de la CGT sont simples. Il n'y avait pas de portable. Il était au téléphone. Puis il notait. Alors on m'a appelé là. Ah, nous n'avions que 2 syndiqués, mais l'entreprise est occupée. On m'a appelé là, mais nous n'avions personne.
On m'a appelé là, mais les gens, je les avais vus avant-hier, ils me disaient que personne bougerait, qu'on n'arriverait à rien. Et il prenait note, sans avoir bougé de son siège, de tout ce qui s'était enflammé d'un seul trait. Pour ça que tout ce qui est des théories complotistes, venues d'ailleurs sur ce mouvement, ne sont à côté de la plaque. C'est un mouvement populaire, de la base, profond, et qui revendique quoi? Il revendique des salaires. D'ailleurs, il va s'arrêter quand il y aura 33% d'augmentation du SMIC et 55% d'augmentation du SMAC. C'est là où De Gaulle a tout compris, d'ailleurs. Mais non, il n'a pas tout compris, parce qu'il s'est d'abord planté complètement. Il a dit c'est la chienlit. On pouvait pas, monsieur, être plus méprisant à l'écart de notre salariat. On pouvait pas être autant à côté de la plaque que quand on dit c'est la chienlit. On pouvait pas ne rien comprendre quand on dit c'est la chienlit, alors que c'était le plus grand mouvement de notre histoire. Alors attendez, ça c'est une phrase qui a été répétée par Georges Pompidou. Non, Bernard Lugan, je vous donne la parole tout de suite. Je donne juste la réponse à Olivier moi j'aime bien Germain-Thomas. quand même être un peu historique avec mon voisin de gauche là. D'accord. Oui, mais chienlit, c'était là, c'est un mot historique. Alors, attendez, je donne la très parole à désagréable Bernard à l'égard Lugan. de la majorité de notre peuple. On va en parler. Bernard Lugan, Ça bonjour. ne s'adressait pas à la majorité du peuple. Dans un débat à 3 et non pas à 2. Alors, Oui, écoutez, c'est dommage que vous ne Philoche soyez pas là. Allez-y. Philoche a parfaitement raison. Il y a eu 2 mai 68. Oui. Il y a eu un mai 68 des petits bourgeois de Nanterre, j'en parlerai, qui se termine le 13 mai quand commence le mai 68 ouvrier. Alors ça, Philoche a parfaitement raison. Alors moi, mon mai 68, je le connais intimement puisque je suis responsable de l'Action française à Nanterre et tout part de Nanterre le 22 mars. Alors moi, je peux vous parler de cette période jusqu'au 13 mai. Ensuite, c'est un autre mai 68. Ouais. Tout est parti de Nanterre et c'est un mouvement qui part de la fac la plus bourgeoise de France. Parce que le découpage universitaire a fait qu'au début de 67, les gens de Versailles, de Saint-Cloud, du 16e et de Neuilly sont mis sur Nanterre. Moi, j'étais à Assas, je faisais mes études à Assas, oui. et comme j'habite Saint-Cloud, je suis envoyé à Nanterre. Oui. Et c'est une fac complètement bourgeoise. Et le mouvement part chez ces jeunes nantis qui vont jouer à la Révolution et qui vont faire un ersatz de révolution. Et ensuite, l'affaire va devenir sérieuse quand, effectivement, attendez, Bernard Lugan, le monde ouvrier, le 13 Bernard mai... Lugan, vous m'entendez? Non, mais attendez, juste vous dites qu'au moment du 22 mars, Cohn-Bendit, tout ça, c'est des bourgeois, quoi. C'était ça. Ouais. Absolument. Ils arrivaient avec leurs petites Austin Cooper qu'ils garaient à 2-3 gares de Nanterre pour arriver en train à Nanterre à la folie pour jouer aux prolétaires. Et ils vont jouer aux prolétaires. Et c'est pour cela que ce mouvement est un mouvement qui, bien sûr, va être allumé par cette jeunesse, mais qui va être pris en main par des gens sérieux et par le monde ouvrier. Et moi, j'ai bien aimé ce que disait Gérard Philoche. Il a bien compris le problème. En fait, disons-le clairement, il y a eu un premier 68 par les petits bourgeois issus d'un monde gavé et qui vont jouer à leur petite révolution. Et il y a après, le 13 mai, effectivement, le mouvement ouvrier populaire. Mais là, celui-là, je ne le connais pas. Je n'ai pas lutté contre lui. Moi, j'ai lutté contre les petits bourgeois et les petits gaullistes également, j'en parle pour votre auditeur, qui lui faisait de la philosophie à Nanterre. Nous essayons de nous battre, nous étions les seuls, et les gaullistes ont rejoint la manifestation que nous organisions tous les jours sur les Champs-Élysées. Ils ont rejoint quand leur général a été regonflé par Massu pour la grande manif du 31 mai. On ne les a pas vus pendant 1968. Ils étaient couchés, des lapins de coursive, des queues plates de sous-préfecture, et qui sont sortis le dernier jour quand leur grand chef a dit « La France revient ». Et tous les bourgeois peureux sont sortis de leur tanière. Donc, mai 68, il y a eu des gens courageux chez les ouvriers, il y a eu des gens courageux chez le petit groupe qui a essayé de s'opposer, et le reste, ce sont des moutons de panurge et des gavés. Attendez, Bernard Lugan, je vais donner la parole à Olivier Germain-Thomas, parce que vous avez mis en cause les gaullistes et lui-même, mais juste un mot, s'il n'y avait pas eu ces petits jeunes, bourgeois ou pas bourgeois, je crois qu'il n'y aurait pas eu le reste, la grande grève. Il ne faut quand même pas éliminer, jeter le bébé avec l'eau du bain. Alors, Olivier Germain-Thomas. Écoutez, tout est parti de manière très simple, tout est parti des événements de Nanterre. Oui. Quand la radicalisation s'est faite à Nanterre dans les derniers jours du mois d'avril, et que le président de Nanterre a eu la trouille, parce qu'il y avait un meeting commun Occident et Action française qui devait se faire à Nanterre, les gauchistes ont mobilisé, et avec sagesse, je dois dire, le président a fermé la fac parce qu'il y aurait eu des blessés graves, sinon des morts. Ce qui fait que, du jour au lendemain, en quelques minutes, en quelques heures, toute la mobilisation de Nanterre est passée à Paris, à la Sorbonne. Les gauchistes à la Sorbonne et nous à Assas. Et ça a basculé au quartier latin et Nanterre sort de l'histoire. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement fait 2 erreurs. La première erreur, il nous bloque, nous, les jeunes d'Action française et d'Occident, qui cherchons à prendre la Sorbonne pour tuer le mouvement dans l'œuf. Et
1 heure plus tard, ils attaquent la police attaque la Sorbonne pour disperser les gauchistes qui sont à l'intérieur de la Sorbonne. Et le mouvement démarre à ce moment-là. Bon, Bernard Lugan, c'est un mouvement qui est totalement spontané. Bernard Lugan, on vous a bien entendu. Je voudrais qu'Olivier Germain Thomas vous réponde en vous rappelant quand même qu'il y a eu derrière les situationnistes, il y a eu un certain nombre de gens qui ont vraiment travaillé. Et c'était pas seulement des petits bourgeois. Oui, chacun ses rêves. Moi, je raisonne pas en termes de classe sociale, bourgeois, pas bourgeois. Il y a eu quelque chose de très spontané chez les étudiants. Les étudiants étaient des privilégiés, mais évidemment, ils étaient des privilégiés. Parce que, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où justement, il y a quand même un certain effort de promotion sociale, il n'avait pas été suffisant. C'est absolument évident. Il y a quand même eu un certain nombre d'erreurs pendant cette magnifique période gaullienne. Donc, de ce côté-là, oui. Quant à ce que vient dire l'interlocuteur Bernard Lugan, le fait que les gens se soient couchés, c'est évident. Je me souviens d'avoir distribué partout dans Paris des tracts pour dire aux gens « réveillez-vous, réveillez-vous ». Il n'y avait personne. Et les ministres et les députés, ils étaient sous leur lit, cachés. Et moi, je passais des coups de fil en disant « venez, on va organiser ceci, venez, on va organiser cela ». Il n'y avait personne. Et au moment du 30 mai, vous savez ce que nous disaient les RG ? Ils nous ont dit 2 choses. Ils nous ont dit « vous serez 20 000 ». Vous serez obligé de tourner autour de la place de la Concorde pour faire masse. Et deuxièmement, le préfet de police a dit « ne le faites pas. Ne le faites pas, il va y avoir des provocations. » Et vous étiez 1 million. Enfin, il y a eu 1 million de personnes. Alors, le 1 million est probablement exagéré. On aime bien dire 1 million. Il y a eu du monde. Bon, d'après les photos, ce serait peut-être que 600 ou 700 000, mais peu importe. L'affaire s'est jouée ce jour-là, grâce au génie de Gaulle, le 29, la veille. On pourra revenir au coup du 29 parce qu'il y a un côté shakespearien. On va revenir absolument après cette petite pause. Vous écoutez Berkoff dans tous ses états. À tout de suite sur Sud Radio. On parle de mai 68. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Visiblement, les carottes ne sont pas cuites pour mai 68. Et peut-être pour mai 2018, on va en parler avec Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et mon cher André, on va en parler avec nos 3 invités. Olivier Germain Thomas, auteur de La brocante de mai 68 et Ouverture, édition Pierre-Guillaume Deroux. On était avec Gérard Filoche, auteur de Le social au cœur, mai 68 vivant, édition de l'Archipel, et avec Bernard Lugan, auteur de Mai 68 vu d'en face, édition Ballant. Alors Gérard Filoche, c'est intéressant puisque l'Action française vous apporte son appui le plus total. En disant Gérard Filoche a raison. Je suis pas sûr qu'il soit nécessaire. Je voudrais seulement dire que le mouvement étudiant était plus fort en Allemagne. Et on l'a oublié. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le mouvement ouvrier en France. Et le mouvement ouvrier, les jeunes ouvriers par exemple, ont fait des barricades avant les étudiants en France. C'était le cas à la Savième. Il n'y avait pas un mouvement ouvrier en Allemagne, en fait. Un vrai. Quoi. Peut-être, mais en tout cas, c'est la mémoire et la force de mai 68. Pourquoi on en parle 50 ans après ? C'est à cause de la force de la grève générale. Elle a touché tous les secteurs. Les mineurs, les métallurgistes, les postiers, les cheminots, mais aussi les chirurgiens dentistes, les cinéastes à Cannes, les gardiens de musée. Il y a eu absolument toutes les catégories de la population ont été touchées. Gérard Filoche, mais vous vouliez regarder Révolution contre la société patriarcale, le féminisme, etc., etc. Oui, mais c'est venu parce que les sociétés marchent ainsi. C'est-à-dire, quand vous avez un soulèvement social, il ouvre tout un champ de questions. Mais d'abord, faut comprendre le soulèvement social. Et les gens avaient besoin de salaire. Ils avaient besoin de conditions de travail plus dignes. Ils ne voulaient pas se faire prendre la sécurité sociale comme par les ordonnances de Pompidou ou de Gaulle. Et c'est ça qui a fait l'explosion. Les gens sont pas partis sur des idées abstraites. Vous savez, le capitalisme engendre des revendications qu'il ne peut pas satisfaire. Et le socialisme vient souvent du ventre. C'est-à-dire que vous avez besoin d'obtenir satisfaction et vous mettez en mouvement. C'est comme ça que la grève a été aussi puissante. Et c'est à ça qu'il faut répondre. Et la gauche, à l'époque, n'a pas su bien y répondre. Il aurait pas fallu dire, comme les jeunes étudiants que nous étions, c'est vrai, vous avez raison, un peu gauchiste, il fallait pas dire élection-trahison, il fallait demander les premiers les élections. C'est-à-dire qu'il fallait traduire la force du mouvement social en démocratie électorale. Gérard Filoche, juste un mot, et après je donnerai la parole à Olivier Germain Thomas et à Bernard Lugan. Mais enfin, vous savez très bien, moi j'ai vécu aussi cette période. La CGT, il avait une idée, c'était Maurice Thorez. Il faut savoir arrêter une grève. La CGT, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Si je me mets d'un point de vue, entre guillemets, révolutionnaire, qui a arrêté le mouvement, qui a cassé le mouvement, c'est quand même les syndicats. Enfin, c'était Valdez-Crochet. Oui. Et d'autre part, le mouvement ne s'est arrêté que quand il y a eu une partie de satisfaction.
tout le monde ne s'est pas arrêté en même temps. La grève a duré jusqu'au 18-20 juin, 10 jours avant les élections, où il y a eu beaucoup d'abstention. Et la grève, le plus célèbre, vous avez vu la reprise chez Vonder avec cette jeune femme qui dit « Je veux pas y retourner, c'est de crado dans cette boîte ». Mais c'est ça qui est voilà. Et donc extraordinaire, document extraordinaire. Tout le monde le voit. Hein. Il a été repris par Hervé Leroux dans un film commentaire. On n'a jamais retrouvé cette jeune femme, mais elle exprimait incontestablement ce que était vécu par des millions de salariés qui avaient vu un espoir, c'est-à-dire que le gouvernement d'en haut ne pouvait plus gouverner comme avant. Eux, ils avaient un espoir qui est une autre forme de gouvernement. Et si c'est retombé, c'est parce qu'il n'y a pas eu satisfaction de cette histoire. Comme toutes les crises révolutionnaires, vous avez une courbe, ça monte, on cherche une issue nouvelle. Et on n'a pas l'issue nouvelle, ça redescend. Mais après, ça laisse des séquelles intellectuelles, collectives, sociales, sociétales. Et c'est comme ça que toute la question des revendications féministes, du respect, par exemple, des homosexuels. Sauf que toutes ces questions sont nées dans la foulée de cette secousse sismique. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que beaucoup de ces questions étaient nées aussi avant la secousse sismique. Bien sûr, mais la société d'après-guerre était assez étrangleuse. Hein, moi, je suis tout à fait un enfant d'après-guerre. Je vis à Sotteville-lès-Rouen, la reconstruction, on y voit surtout des destructions à ce moment-là. Il y a encore des petits tickets de rationnement tout à fait au début. Et puis, on est quand même dans une société très figée, très enfermée sous De Gaulle. Et c'est ça qui pète. La jeunesse est la plaque sensible de la société. Et quand le rapport de force sociale est en train de se faire en faveur du salariat, la jeunesse bouge. Pour ça que j'ai pas besoin de caricaturer les petits bourgeois ou autre chose. Je le dis, il y avait 500 000 étudiants seulement. Et il y avait 7% d'ouvriers dedans. Mais en même temps, tous ces jeunes-là, ils reflétaient la crise de la société. C'était le cas en Allemagne, c'était le cas aux États-Unis. Parce que le mouvement étudiant a été aussi plus fort aux États-Unis qu'en France. Et il y a eu des mouvements étudiants dans 140 pays à l'époque. C'est vous dire si les lendemains de la Seconde Guerre mondiale, quand vous avez 20 ans après une Seconde Guerre mondiale, quelque part, il est naturel que vous cherchiez un monde nouveau. Alors, Olivier Germain-Thomas, racontez-nous, vous avez dit, vous parlez du 29 mai, vous avez dit une dimension extraordinaire. Je voudrais votre témoignage là-dessus, parce que vous avez été un acteur de premier plan à ce moment-là. Alors, rapidement, donc, deux réponses auparavant, et je vous réponds tout de suite. Allez-y, je vous en prie. D'abord, il y a eu le mouvement était irrésistible. Il était irrésistible. Rien n'a pu l'arrêter avant, justement, le 29 ou le 30. Donc ça, c'est parfaitement exact. C'était avant qu'il y ait une négociation entre Henri Krasuki et Jacques Chirac dans le métro d'Anvers qui a posé les fondements de Grenelle. C'est ça qui a fait tourner la chose. C'est pas la manif du 29. Les gens n'étaient pas fascinés par la manif du 29. Il y avait eu plusieurs millions de manifestants avant dans l'autre sens. Bon, Gérard Filoche. Vous n'avez pas assez parlé. Laissez parler. Il faut Olivier encore parler. Alors vous me laissez parler maintenant. S'il vous plaît, monsieur Filoche. Donc, j'en reviens à ça. Le mouvement était irrésistible. Ça, c'est incontestable. Non, il était irrésistible, ce mouvement. Bernard Lugan, vous aurez la parole, je vous assure. Deuxièmement, allez-y. la démocratie a quand on se couche à avec l'avance, les comme élections l'a fait de le juin gouvernement et la gaulliste. majorité écrasante en faveur. Avec une abstention écrasante. Attendez. Attendez, Filoche, vous dites n'importe quoi. Combien d'abstention? Tenez, je vous prends au mot. 25%. 20% d'abstention. 25%. 20% Bon, d'abstention. vous comptez que les abstentions crues, et C'est je vous rajoute les nuls et les bulletins blancs. Un peu d'ordre dans ce débat. C'est une des plus faibles abstentions des élections législatives. C'est pas vrai. C'est vrai, Paris. Enfin, c'est quand même incroyable. Écoutez, ça vous ferait Et il y a un vous déplacement d'à parierez. peine 400 000 ou 500 000 Gérard voix. Je sais Filoche, bien, j'ai je étudié voudrais qu'on à fond revienne cette question. Mais Je tout voudrais ça qu'on est faux, revienne hein. au Et vous savez que la 29. gauche était presque majoritaire en 67. Il manquait qu'un député pour avoir la 68, majorité. Pas du tout. Mais enfin, écoutez, là, on va pas commencer Non, à faire des 67, à gauche, comptabilités il y a eu d'épiciers. 35%. Il y a eu ce qu'il y a eu, les faits N'importe ont quoi. été là. On va pas Mais allez revenir sur regarder sur l'histoire. Internet. Oui, allez Non, mais regarder aussi. revenez au 29 mai, s'il vous plaît. Bon, alors donc De Gaulle est extrêmement troublé, Ouais. premièrement. Deuxièmement, il y a une manifestation qui a lieu rive droite et ne voulait pas être dans la souricière de l'Élysée, car il n'avait aucune intention de faire tirer si jamais les manifestants, qui n'en avaient pas du tout l'intention, avaient marché sur l'Élysée. Donc, il monte un coup. Il monte un coup pour essayer de faire peur en partant, sans dire où il part. Où il partait. En fait, il voulait faire venir, le 29, il voulait faire venir Massu au Mont-Saint-Odile ou à Strasbourg. C'est les instructions qu'il donne. On a 5-6 témoignages là-dessus. La communication ne passe pas. Et là, avec le culot monstre qui est le sien, qu'est-ce qu'il fait? Il part à Baden-Baden, puisque Massu était général en chef des troupes d'occupation françaises sur la zone française d'occupation à laquelle nous avons eu droit grâce à De Gaulle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et là, il y a une discussion d'1 heure où effectivement De Gaulle, qui était probablement dans un état quasi dépressif, C'est rien que de le dire. Massu le remonte probablement. Mais d'un autre côté, De Gaulle avait prévu, Conseil des ministres le lendemain, De Gaulle avait prévu de rencontrer les uns et les autres le lendemain. Donc il avait prévu de rentrer le lendemain. Le soir, il est à Colombey, il prépare son discours, il l'enregistre
à 16h. À 16h30, il est diffusé. Et c'est là où on a vu de tous les quartiers Ça, de c'est de Paris. l'histoire reconstruite. C'est De de Gaulle, il l'histoire avait perdu exacte. pied, il est parti. Il est parti, Non, c'est tout, il n'y avait plus de pouvoir. Il est parti pour revenir. Attendez, je voudrais Bernard Lugan. Bernard Oui, Lugan, parce que allez, vous comment vous Le réagissez? n'importe quoi de Filoche, moi, me révolte. Et je vais même vous charrier, je vais me faire en disputer. C'était Baderne. Parce qu'ils étaient tous les deux dans une situation où ils n'avaient pas de solution face à un mouvement social d'une puissance extraordinaire. Laissez parler Bernard Lugan. Oui, Allez-y. ce qui est frappant pour des jeunes comme nous à l'époque, moi j'étais responsable d'un mouvement politique, c'est de voir l'effondrement de l'État. L'effondrement de l'État gaulliste qui s'était montré ferme au moment de l'Algérie, qui s'était montré ferme dans toute la redéfinition politique de la France et qui, d'un coup, se délite totalement. En quelques jours, il n'y a plus rien. Et ce qui nous a frappé à l'époque, c'est de voir que ce pouvoir s'est effondré devant, au départ, je dis bien au départ, ce qui était un monôme étudiant. Et ce monôme étudiant, ensuite, a été repris par les gens sérieux du mouvement ouvrier. Il y avait bien sûr au départ les trotskistes qui étaient là, qui essayaient de l'encadrer, mais c'est l'effondrement total de l'État. Et nous avons vu s'effondrer toute une génération. La génération des responsables politiques de l'époque, on n'a vu plus personne. Moi, je me souviens, j'habitais à Saint-Cloud à l'époque et je suis entré en contact avec Jacques Baumel, qui était un homme remarquable, qui m'a dit « Je n'ai plus que 2 militants sur le département. Il n'y avait plus personne. » Et nous étions les seuls, nous, les jeunes dits de droite, de la droite nationaliste, essentiellement l'Action française, Occident et les autres mouvements, à organiser tous les jours une manifestation sur les Champs-Élysées. Nous avons commencé ces manifestations au tout début du mois de mai. Nous avons commencé à 500, 600 et nous avons fini à 25 ou 30 000. Et ensuite, les gaullistes ont repris l'idée et sont revenus sur cette idée. Mais nous étions les seuls. L'effondrement complet de cet État gaulliste. Et c'est ce qui nous a le plus frappé de voir que les élites avaient totalement démissionné. Oui, mais Bernard Lugan, comment vous expliquez alors le renouveau, les 800 000 personnes à la rue et surtout le triomphe des gaullistes aux élections législatives? Vous savez, cher monsieur, quelques jours avant la chute du régime nazi en France, il y a eu des centaines de milliers de personnes qui acclamaient le maréchal Pétain. Et ensuite, des centaines de milliers de personnes qui ont acclamé le général de Gaulle. Donc, vous savez, le problème des foules, c'est un problème très compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est que la droite officielle avait totalement disparu. Elle s'était complètement couchée, elle s'était volatilisée. Et les bien-pensants et les peureux sont sortis de leur tanière après le discours du général. Ils ont été rassurés et ils sont sortis. Ce qui nous a, nous, profondément révulsés, parce que nous avons vu du jour au lendemain la bien-pensance qui reprenait le pouvoir. Et la France s'est ensuite endormie à nouveau sous la couveuse de cette bien-pensance. Et le mouvement de mai 68 avait été politiquement un échec, même si, moralement et mentalement, il a semé les bases de l'actuelle décadence mentale de la France, avec tout ce que nous voyons arriver. Il est important de jouir qui débouche sur la pornographie, il est interdit d'interdire qui débouche sur le politiquement correct, ça suffit, et présenter le mouvement l'argent social qui comme débouche ça. sur la gauche caviar. Parce que la gauche caviar, ce sont les héritiers de mai 68. Ce sont les jeunes qui clamaient la révolution, qui ensuite sont devenus les parangons de la gauche caviar. On vous a entendu, Alors Gérard Filoche, très rapidement, il est repenti, mai 68 aujourd'hui. C'est quoi l'héritage, rapidement? C'est ceux qui le bradent. Vous regardez ceux qui montent les marches aujourd'hui, Cohn-Bendit et Goupil, c'est ceux qui bradent avec Macron tout héritage social. Et moi, je défends cet héritage social contre eux. Et je vous rappelle qu'en mai 68, pendant 2-3 années, l'augmentation des salaires a fait du bien aux gens. Ils ont pu acheter des lave-linges qu'ils pouvaient pas acheter avant, envoyer leur fils à l'université, ce qu'ils pouvaient pas faire avant. Il y a eu la 4e semaine de congés payés, la durée du travail a diminué entre 68 et 74, et même une partie des conventions collectives sous Chaban-Delmas était encore positive sous l'impact de la grève. Et cette grève a fini par retourner un peu la situation. La victoire de la gauche, qui est venue tardivement, 13 ans après, est un effet différé de mai 68. Donc quand on retrouve après des victoires avec la première année de Mitterrand et la deuxième année de Mitterrand-Mauroy, c'est aussi dû à 68. Il faut comprendre les rapports de force sociaux dans leur ampleur. Vous les caricaturez avec des étiquettes, des noms d'oiseaux, etc. Alors que le premier salut qu'il faut faire en commémorant mai 68, c'est que quand le mouvement ouvrier se soulève, c'est comme en 1936, il apporte du bien à l'ensemble de la société. Je voudrais que ça soit pareil aujourd'hui contre Macron, bien sûr. Olivier Germain-Thomas. Je suis tout à fait d'accord pour qu'on recommence en mai 68. Mais même, bien Oui. évidemment, contre ce que j'ai signalé tout à l'heure, c'est-à-dire cette oligarchie mondiale qui veut soumettre et les consciences et l'économie mondiale. C'est ça l'adversaire aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, je crois qu'il faut s'appuyer sur cette force très puissante
qui maintenant se développe et se déploie dans le monde entier, qui est celle du respect des identités nationales. Il n'y a que comme cela qu'on pourra arriver à faire tomber ces espèces, cette hydre qui veut aliéner l'homme. Bien, je vois que si l'hydre financière, je vais vous dire, il y avait 3 personnes qui sont effectivement de bord tout à fait éloignées, mais en même temps, vous avez un sacré discours commun sur certaines choses. C'est très intéressant par rapport à mai 2010. C'est amusant, mais c'est trop court. Et moi, je C'est parle pas de amusant. nation, je parle de classe sociale. André Berkoff Je va défends ma passer classe pour sociale, un... le salariat. André Berkoff qui va passer pour un casque bleu si ça continue. On aura tout entendu sur Sud Radio.